Bonjour à tous. Aujourd'hui, et sur la demande d'une auditrice qui se reconnaîtra, je vais parler du chaser, sujet que je connais bien, que je connais très très bien. Alors, au niveau du chaser, il y a beaucoup d'habitudes qui se sont mises en place depuis son enfance, depuis probablement aussi des héritages transgénérationnels, c'est possible. Le chaser a une volonté farouche d'attirer l'attention, d'être franc, d'être massif, d'être spontané, de ne pas mentir, de pouvoir toujours incarner des valeurs qui sont très fortes comme l'honnêteté, la transparence, la justice, l'équité, la générosité. Il y a un côté entièreté aussi, j'ai envie de dire, chez le chaser. C'est quelqu'un qui va se faire remarquer probablement dès tout petit pour attirer l'attention. Moi, je me suis rendu compte, dans mon cas, ça ne parlera peut-être pas à tous, mais dans mon cas, je voulais toujours attirer l'attention de mes parents. Donc j'étais capable de me mettre très en colère ou de gigoter. On me posait et je bougeais de partout. Je me souviens très bien que ma soeur faisait pas de bruit, c'était un bébé très calme. Et que moi, voilà, fallait que ça bouge, fallait que ça remue. Probablement qu'il y avait aussi mon tempérament. Je suis taureau par ailleurs, donc je suis quelqu'un d'assez fonceur, d'assez entier, d'assez rebelle, d'assez. Oui, c'est ça, j'ai un côté très impulsif et aussi terrien. Je suis campée quand même sur mes deux pieds, très ancrée à la terre, reine de, très reine de terre et j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de dire haut et fort mon point de vue. Je me souviens d'une colère incroyable quand j'étais petite parce on était au bord de la mer en vacances et on avait ramassé des crabes pour les manger et en fait on avait envie de faire effectivement bouillir ces crabes, les décortiquer et de se faire un petit plat avec ces crabes. Et je luttais contre la protection des animaux, pour la protection des animaux plutôt, et j'ai défendu ces deux crabes ou trois crabes que mon père avait attrapés farouchement jusqu'à dire ouais, c'est pas normal, ces pauvres animaux. Enfin, je me souviens de ça, entre autres. Donc, voilà, quand j'avais une cause à cœur, je la défendais âprement, fortement, avec conviction, quitte à être absolue sûre de mes choix, de mes convictions, de mes valeurs. J'étais prête à monter au flambeau et à clamer les choses avec beaucoup, beaucoup d'assurance. Effectivement, j'avais déjà aussi cette assurance verbale qui fait que j'argumente, je défends mon point de vue. Voilà, je vais au bout des choses. Donc le chaser qui doit avoir probablement majoritairement ses caractéristiques, enfin du moins une bonne partie. À ce rangement, on en a déjà parlé, pyramidal, où l'autre, son amoureux, sa flamme est tout en haut de la pyramide. Les gens qui l'aiment aussi, d'ailleurs, très rapidement, on a la personne de son cœur et puis tout de suite en dessous, les parents, les proches, les amis, les gens qui lui sont chers. Le chaser ne fait pas de quartier. Il a une amitié sincère et profonde. Il a assez peu d'amis, mais qu'il voit très régulièrement, avec lesquels il est capable de partager énormément de choses. Il est extrêmement global dans sa vision, c'est-à-dire qu'il y a une petite part très très équitable pour chacun, et plus la personne a de l'importance, et plus il va lui faire de la place. Vraiment, au niveau du classement, c'est extrêmement simple. Au niveau des fonctionnements, moi je me revois encore être capable de monter au flambeau pour une cause ou pour un avis, pour un retour d'infos, pour un fonctionnement que je veux défendre, et j'étais capable d'aller argumenter de manière incroyable, de trouver effectivement une conviction et d'être convaincante par la même occasion pour défendre mes points de vue. Tout ce qui était mensonge,
filouterie, choses pas claires, pas déterminées, les peut-être, les on verra, les... Ça m'agaçait, j'avais besoin de ici, maintenant, on acte dans la matière, j'avais besoin d'un point de vue tranché. Moi, c'était noir ou c'était blanc, mais tous les gris intermédiaires ne m'intéressaient pas. Donc j'avais de fortes convictions. J'étais persuadée de certaines choses avec force, avec puissance. J'étais convaincue d'énormément de choses qui m'étaient chères et de certains fonctionnements qui étaient salvateurs pour moi. J'étais très ancrée là-dessus, voire même butée là-dessus. Et puis, au fur et à mesure du parcours, effectivement, moi j'ai une union assez longue avec le père de mes enfants, donc une vingtaine d'années, et puis on se sépare, on s'aperçoit que ça ne va plus. Donc je mets beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai pas encore conscience de ma dépendance affective, de ma blessure d'abandon. En revanche, là où j'ai très très vite conscience des choses en termes de blessure, c'est mon sentiment d'injustice. Mon sentiment d'injustice ou de trahison lors d'un acte, d'une action, euh, j'ai l'impression que quelque chose s'ouvre en moi et que waouh, ça me bouleverse, met en colère, je monte vite dans les tours, je prends la mouche, comme dirait mon jumeau, je prends la mouche parce que je suis euh, je suis complètement happée par une conviction, par une cause. Je vais vraiment y mettre une énergie colossale, même pour des choses finalement qui n'ont pas trop d'importance. Le lâcher prise, c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à le faire. Et lorsqu'effectivement je me sépare du père de mes enfants, je mets un temps infini à m'en remettre parce que j'ai l'impression qu'effectivement il y a eu des comportements pas très francs, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas expliqué, qu'on n'a rien dit sur la manière dont les choses sont venues. Alors que moi je vois qu'on va dans le mur, je propose une thérapie, je propose des choses et puis l'autre ne dit rien, se mure dans le silence. Et quand on se sépare, au niveau de la communication, c'est très difficile, je le prends très mal, je le prends comme un échec parce que pour moi, le couple de mes parents, qui était unique, qui était parfait, qui était durable, qui est un amour profond, sincère, réciproque, je trouve ça admirable. Je commence à enjoliver cette histoire. Puis je me dis, bon, tant pis, moi ça marche pas comme ça, j'ai essayé. Alors au début, je suis dans l'échec, je me dis, moi j'ai raté. Et puis je m'aperçois que non. En fait, il y a plein de cas de figure quand même, donc je mets un petit peu d'eau dans mon vin. Je m'aperçois qu'effectivement, on s'entendait plus, on n'était plus fait l'un pour l'autre et peut-être pas fait l'un pour l'autre, sauf que ça n'empêche pas de tomber amoureux et d'avoir un joli parcours et des enfants. Donc j'ai 2 enfants. Et je me dis, bon, ça c'est fait, effectivement, c'était pas l'histoire de ma vie, je suis un petit peu amère là-dessus, mais c'est ok. Et puis l'histoire continue, je rencontre, j'ai des relations, je rencontre des personnes et je fais un peu mes classes parce qu'en fait le père de mes enfants était le premier homme de ma vie de manière très affirmée et très sûre de moi. J'avais pas eu besoin d'essayer vraiment quoi que ce soit avant. Le premier quasiment en histoire sérieuse est le bon, donc j'ai des convictions comme ça très fermées, très obtus. Et là, je reste un peu sur cette idée. J'ai quelques histoires parce que je me dis, il faut bien quand même que je puisse découvrir d'autres choses, mais je cherche vraiment la personne de mon cœur, de ma vie, et je commence à formuler ces fameux vœux que certains d'entre vous ont fait probablement en me disant, voilà, mes anges, mes guides, l'univers, je souhaite rencontrer quelqu'un qui soit pour moi la personne parfaitement ajustée, un amour profond et réciproque, durable, sincère, intègre, honnête, bienveillant. Enfin, j'y mets tout un tas de valeurs et de choses extrêmement importantes. Il y a une idée pour moi de support dans toutes les situations, quelles que soient les épreuves, de grand bonheur dans les choses plus enthousiastes. Bref, un partage énorme. C'est quasi une personne impossible. Il faut qu'elle soit mon conseiller, mon compagnon, mon amant, euh, la personne qui me rassure, qui me comprend, mon tout, quoi, mon tout. Je me rends bien compte que le cocktail va être difficile, mais bah. Et puis, d'histoire en histoire, effectivement, comme je l'ai raconté partiellement dans les synchronicités,
une amie qui fait de la cartomancie, enfin du tirage de cartes, la guidance, me, me fait ce tirage et m'annonce que je vais rencontrer quelqu'un de plus jeune qui est commercial, qui a un décès proche de lui dans sa famille ou sa belle famille, qu'il est engagé, mais que ça va être une rencontre incroyable et que c'est mon masculin. C'est-à-dire je serai la parfaite partie féminine de sa parfaite partie masculine. Elle me le décrit comme ça et elle voit un mariage céleste. Et puis elle m'explique aussi que dans mon job, je vais m'émanciper, que je vais travailler à mon compte, que je vais travailler d'abord d'une autre manière et beaucoup évoluer. Mais bon, tout ça ne résonne pas trop en moi. J'avoue que je prends ces infos, je les note d'ailleurs et je poursuis mon parcours. Quelques jours plus tard, je rencontre mon jumeau. La rencontre est assez extraordinaire, pétillante, je sens un bouillonnement dans mon corps et puis surtout une reconnaissance spontanée. J'ai l'impression d'être côte à côte avec quelqu'un qui ne m'est pas du tout inconnu. C'est pas tant physique, mais il y a une reconnaissance. Je sais pas, ceux qui vivent ce parcours se reconnaîtront, mais on se reconnaît. Voilà, on se voit d'une autre manière que la partie extérieure et il y a une forme de validation et de reconnaissance, une forte attirance par ailleurs, alors que les caractéristiques physiques sont peut-être pas les attirances habituelles, je ne sais pas trop. Et en fait, ce dîner a lieu et puis il se passe 3-4 mois, puisqu'effectivement mon jumeau est engagé, il est marié, et puis j'apprends que sa femme l'a quitté, est partie, et lui a laissé enfant, chien, maison sur les bras. Et en fait, comme il demande à ce que je le recontacte par le biais de l'ami qui nous a reçus, je lui envoie un petit mot et on se revoit. Et là, ma personnalité de chaser va être très motivée et motivante, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de ventouse qui se passe, c'est-à-dire que le chaser trace la route et le runner est complètement happé par la situation, c'est-à-dire qu'il y a une forte attraction qui est parfaitement réciproque et ce magnétisme du début, il est vraiment équilibré. Les deux s'engouffrent dans l'histoire avec une puissance et un enthousiasme délirant, incroyable, et puis une espèce de, cap, de captivation, de capture de l'autre, d'englobance, qui est incroyable, incroyable. Et puis l'histoire s'arrête puisque mon jumeau prend peur de la puissance de nos sentiments et je me souviens que je lui avais offert ce mot love en lettres laquées rouges. Enfin, c'était en français amour, et que quand je lui ai offert, il l'avait installé dans une pièce chez lui, et qu'après, il mettait dans tous les sens, en fait. Maour, Ramour, enfin bref, il le changeait. Je trouvais ça bizarre d'ailleurs, et ce fut la fin de notre idylle, qui a duré, je crois, 8 mois à peu près. Donc mon jumeau m'a dit, il faut que je fasse le tour du monde, il faut que je parte me trouver, il y a des parties sombres en moi. Enfin, très vite, il a été capable de mettre des mots sur son fonctionnement et ce qu'il ressentait. Et donc, ne prends pas la mouche, je dois partir faire le tour du monde. Et moi, je suis anéantie. Je comprends pas, on est en pleine réunion, en pleine fusion des sentiments, on a cette attraction indescriptible, cette force de sentiments, mais aussi cette compréhension profonde. J'ai l'impression de découvrir ce rayonnement qu'on provoque lorsqu'on est tous les deux, qui émane de moi lorsqu'il est dans mon énergie proche, ou en tout cas dans ma vie, de marcher à 20 cm du sol. Les gens le voient, l'identifient, et moi je trace ma route, c'est-à-dire je commence alors très bizarrement et assez rapidement, je vais commencer à avoir des lectures. Je me souviens de ce livre sur euh, comment apprivoiser son crocodile, qui était sur le cerveau, les fonctionnements, les émotions, et que je lisais à l'époque d'ailleurs, c'est très rigolo, qui me revient en mémoire. Je m'aperçois aussi qu'il y a certaines musiques, enfin je suis très attachée aux cinq sens de cette période, et puis bon, il disparaît.
On se revoit par bribes, une ou deux fois quand même avant d'y mettre un réel terme où il va me dire je ne suis pas amoureux de toi, mais je l'ai été, je ne le suis plus. Voilà, on se quitte, ça vaut mieux. Enfin, je me souviens de ce terrible moment où j'ai l'impression que tout s'écroule. C'est comme si toute ma fondation s'écroulait. Je le vis très très mal. Je mets du temps à acter parce que je suis convaincue quand même qu'il va revenir, qu'il va y avoir un volte-face ou qu'il va y avoir quelque chose. Et puis quand je m'aperçois que non, que lui entame une première histoire avec quelqu'un d'autre dont il me fait part d'ailleurs, avec beaucoup de flagornerie, beaucoup de jovialité du style tu as vu, je rebondis, etc. Et toi, pour t'en sortir, vis ton histoire, sois heureuse, tu mérites tellement l'amour, etc. Et donc moi, je m'écroule, ma nuit noire de l'âme est très longue et très profonde et j'ai des signes pourtant. J'ai des signes de l'univers. Je me souviens d'avoir regardé ce film qui s'appelle Café de Flore avec Vanessa Paradis sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, qui est incroyable et qui me bouleverse. Je pleure devant le film et je deviens très sensible aux histoires qui finissent bien et qui sont éprouvantes. Je vais devenir la proie idéale de ce genre de film, quelqu'un qui se cherche ou qui a des signes extérieurs, des synchronicités, des choses folles comme ça, je deviens très très sensible à tout ça. Je commence à me documenter. Et puis il se passe quand même plusieurs années avant que j'ai la force. Je vais penser mes blessures comme si j'étais vraiment le cœur ouvert, le cœur blessé. Je me parque, je me protège, je m'isole, je fais mon ermite et je pense mes blessures pendant à peu près 18 mois. Et puis bien sûr, le jumeau revient comme une balle de Jokari dans ma vie. Et au début, je lutte, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas le voir. Je me suis coupée de son Facebook, j'ai juste un mail. Puis quand même, il vient me repiocher. Il me dit, s'il te plaît, pour moi, fais une exception. Je sais que tu ne revois aucun de tes ex, mais s'il te plaît, pour moi, fais-moi une place. J'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de ce lien. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je t'en supplie, fais une exception. Et puis, il est tellement séduisant, il est tellement mon tout, mon autre, ma lumière, mon soleil. Enfin, moi, je suis rentrée dans un espace de gris, de pluie. J'ai un nuage sur la tête, quoi. C'est l'enfer. Donc, quand il arrive, c'est comme une bouffée d'air, une reconnexion qui me fait sortir la tête de l'eau, je pose le scaphandrier et je me sens mais revivre, je me sens, c'est comme si je me connectais à une source, c'est comme si je me rebranchais sur du 220, sont les épices de ma vie, la joie, le bonheur, la rayonnance, une espèce de félicité, c'est invraisemblable lorsque j'ai de ces nouvelles et qu'on se parle ou qu'on se voit, c'est une sorte de, oui, de connexion avec mon essence même. Donc on va se revoir, il va me reséduire à chaque fois. On va réessayer plusieurs fois des histoires, même s'il refile vers d'autres histoires parce qu'on se heurte violemment. Le chaser continue à asséner des vérités, à pouvoir critiquer, à pouvoir juger, et puis surtout, il a une lecture de son jumeau comme un livre ouvert, c'est-à-dire qu'il voit certaines failles, certaines choses de lui, il va lui envoyer ça dans la figure, et l'autre, c'est terrible, ils vont commencer à s'envoyer leurs propres blessures en miroir inversé à la figure, et donc à chaque fois que mon jumeau me quitte, je plonge dans une mini-dépression parce que j'ai cette blessure d'abandon et de dépendance affective qui n'est pas du tout guérie. Et lui, en miroir, va effectivement gérer son rejet et ses difficultés en tant que runner. On en reparlera, du moins j'essaierai parce que ce n'est pas ma polarité, la dominance yin. Moi je suis plutôt yang, c'est-à-dire je pense que je l'étais à 80% lorsqu'on s'est rencontrés. J'étais vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant, fort, persuasif, fougueux. J'avais ce côté complètement drastique, contrôlant, affirmé, envahissant, voire même polluant, qui veut tout décider, tout contrôler, tout savoir, tout mériter, et qui dit oh bah j'en suis sûre, oh bah c'est comme si, enfin un truc quasi inébranlable, sauf que voilà, il est tombé sur plus fort que lui, il est tombé sur son parfait miroir, sur son parfait opposé,
et sur la partie parfaitement englobable, ajustable, avec lui, d'une force incroyable, avec ce magnétisme dément. Et donc il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre va effriter, gratouiller, irriter, blesser, revenir sans cesse sur toutes ses convictions. Et toutes ces convictions au chaser vont s'effondrer les unes après les autres. C'est-à-dire que cette fierté absolue de l'amour de l'autre, de la force de l'amour de l'autre, et bien le runner en partant régulièrement et en revenant et en lui prouvant qu'il essaie plein d'autres histoires et qu'il y arrive et qu'il parvient à ce bonheur, alors que le chaser cherche son jumeau dans toutes les histoires qu'il vit et il ne parvient quasiment à aucune belle histoire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une jolie rencontre, mais souvent c'était catastrophique parce que je cherchais mon jumeau dans tous mes partenaires. Et il n'avait pas son aisance, il n'avait pas sa voix avec cette tonalité que j'adore, puisqu'on aime tout chez l'autre, mais tout jusqu'au moindre détail, jusqu'aux petits défauts, jusqu'aux particularités, jusqu'aux intonations, jusqu'aux tics verbaux, aux habitudes gestuelles, à la forme des mains, jusqu'à la couleur des yeux. Tout, on est mais ventousé par cette personne et dans une obsession constante de tout ce qu'il est lorsqu'on est un chaser. Donc ce parcours où je reviens, on est encore beaucoup en opposition aux frictions parce qu'on n'a pas assez progressé sur le côté réduit de nos polarités. Donc au lieu d'avoir cette balance, comme je dis souvent, qui s'équilibre parfaitement, on est toujours comme ça ou comme ça et ça ne peut pas matcher. Donc c'est comme si on venait vérifier le test à un certain parcours comme un checkpoint et pouf, on se heurte, on se renvoie nos blessures à la figure et on repart. Mais en même temps, on n'a aucune conscience que c'est l'autre qui va nous faire progresser. C'est l'autre qui va nous ouvrir toutes ces portes avec toutes ces clés du château et qui va nous dire travaille encore ça. Ah, tu es toujours susceptible quand je te dis que ben non, t'es pas assez ci ou t'es pas assez ça. Alors souvent c'est pas physique, au niveau physique, voire même sur certains points, il y a des compliments énormes, il y a une valorisation, il y a une compréhension, il y a un amour sincère et on se dit ah mais c'est fou, moi j'aime pas trop ça chez moi, lui il est capable de l'aimer. Il y a aussi ces choses incongrues, ces surprises, ces validations incroyables de l'univers sur des terrains où on ne s'attendait pas. Moi j'avais pas tellement confiance en moi au niveau physique. C'est en discutant d'ailleurs avec une runneuse et devenue amie flamme jumelle que je me suis rendu compte toute la force, tout le punch que m'a donné mon jumeau sur mon attitude par rapport à mon physique et la perception de moi qui n'était pas terrible. J'avais pas une si grande estime de moi, j'avais une grande confiance et je pensais connaître mes qualités, mes défauts, mais j'avais aussi plein de complexes comme beaucoup d'humains, de femmes. Et mon jumeau était la personne la plus douce, c'était du miel pour ça. Il était capable de me dire mais pas du tout, moi j'adore telle chose ou j'adore ton grand coup, j'adore tes mains, la forme de tes doigts, enfin des choses incroyables, alors que moi c'était pas forcément ce que je préférais ou ce que je trouvais de mieux. Mais sans parler du physique, effectivement il y a on sent que ça va être un choc de polarité. Donc j'ai fait une capsule là-dessus et c'est ce qui se passe. Et le chaser s'effrite comme un roc, comme des strates de pierre. C'est vraiment de l'ardoise qui se feuillette, c'est terriblement humiliant. Il perd petit à petit des morceaux de lui comme si il fallait en passer par là et comme un phénix, mourir pour renaître. Donc il va en prendre plein la figure, c'est-à-dire que très souvent déjà sur l'honnêteté, il va se rendre compte que l'autre lui ment, que comme l'autre affiche parfois pour tout le monde un masque avec une certaine attitude, il sent que ça sonne faux, il voit que c'est faux, il voit que l'autre est beaucoup plus beau à l'intérieur, qu'il a une espèce de richesse, que c'est un torrent de perles, de joyaux, de fleurs, de rivières, un truc mais magnifique dedans. Et en fait,
il se mure dans son faux self et le chaser comprend pas pourquoi, parce qu'il se dit mais la personne que je vois moi, elle est magnifique, elle est sublime, elle est fantastique, elle est épatante. Il a une admiration pour son runner qui est énorme. Et malgré son assurance et sa confiance, il va commencer à être ébranlé. Et puis, il va finalement être obligé de lâcher sur plein de sujets. Il va lâcher sur le côté super honnête, je dis toujours ce que je pense, je suis dans ma vérité, je suis aligné avec mon essence, parce qu'il va se rendre compte que tout ça euh, bouge et en fait blesse beaucoup, en général, l'autre et les autres, donc il va se remettre en question sur la justice, le fait que les choses doivent revenir en ordre, que si effectivement nous on est arrêté par la police parce que effectivement on s'est trompé, on a pris un panneau, on n'a pas vu, on n'a pas fait, bah, on va dire mais non, mais je vous assure, je vous jure, alors qu'on va se rendre compte qu'à côté, bah, les autres ou l'autre bah, resquille un peu, fait pas tout à fait comme ça, et pourtant il se fait pas choper. Bah non. Mais c'est dégueu, mais ça n'a pas de sens, ça ne peut pas exister. Bah oui, mais il s'en sort mieux parce qu'il compose, parce qu'il s'adapte, parce que c'est un caméléon. Alors que là, le chaser en frontal, il va être beaucoup critiqué de prendre la parole et d'affirmer des choses parfois qui sont pas forcément justes, mais avec cette conviction inébranlable qui fait qu'il va être beaucoup dans la polémique, on va le titiller, il va s'en prendre plein la figure, souvent ça va lui coûter cher, il va être remis à sa place. Moi, ça m'est arrivé de me faire sortir de certaines sociétés parce que je l'ouvrais trop, parce que j'avais un point de vue qui était haut et fort et que j'étais fière de ça et que je me prenais des baffes mais magistrales. Et donc petit à petit, je m'aperçois qu'au niveau du boulot, il faut que je change de piste, donc je me mets à mon compte, je reptilise un petit peu, je serpentise. Et puis sur la trahison, alors ça c'est la plus grande des beignes qu'on se prend en tant que chaser, c'est que comme le runner vous fuit et qu'au bout d'un moment il vous dit non, 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 mais moi je peux pas t'aimer, oh là là, non, 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 on va se rendre compte que c'est parce que c'est trop fort et que c'est trop beau et que ça lui fait peur et qu'il s'en sent pas capable et qu'il se sent pas à la hauteur, mais au départ c'est non, je veux pas de toi, c'est-à-dire qu'il est en protection totale avec les mains comme ça et non, 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 tu m'approches pas, ça me fragilise trop, non, non, j'y retourne pas, ça le, ça le fige tellement, il est sidéré par la puissance de cette relation et de cet amour. Et non, c'est une question de survie, il a trop peur, il ne peut pas le faire, il ne peut pas accepter cet amour, il se sent incapable de rendre ne serait-ce que le dixième de la puissance dévastatrice du tsunami émotionnel que lui sert l'autre avec son cœur palpitant comme ça sur un petit plateau en lui disant Votre Altesse, oh, mais ça le fait flipper, mais de fou quoi. Il s'en sent totalement incapable, il est démuni et il n'a qu'une envie, bip bip le coyote, c'est de fuir. Il ne peut pas, c'est trop, trop pour lui. En plus, comme il n'a pas enlevé les 30 kilos qu'il a mis sur ses sentiments et sur son cœur pour pas avoir de ressenti, il se sent mais vite pris à la gorge parce que ça le panique et il ne veut pas définir le pourquoi du comment, il ne veut pas ressentir quoi que ce soit. Moi, je me souviens, mon jumeau magnifique me disait je ne suis ni heureux ni malheureux. Donc tout va bien, je traverse la vie avec une humeur constante. Toi, ça fait des pics, tu es très très heureuse et très malheureuse et tu me vois, tu es super et tu me vois pas, c'est l'horreur et tu as envie de tout partager, de tout donner, de tout prendre. Il y a un donner-recevoir, tu as envie d'offrir tout. Tu prendras un avion pour transporter une banderole avec je t'adore mon amour, ça te ferait pas peur, hein, tu te déguiserais, tu ferais une choré, enfin, le chaser est capable de tout pour l'autre. Et le jumeau va être capable aussi de se surpasser quand même, pas, il va lui donner des signes. Ça va être des petits mots, ça va être des petites choses qui pour lui demandent énormément, mais il va en être capable. Et puis finalement, c'est je viens, je repars de l'autre, mais ça l'épuise complètement. Le chaser trouve ça injuste, malhonnête. Quand il est installé dans des triangulaires où l'autre est en couple mais veut le revoir quand même, bah parce qu'il lui manque, parce qu'il a besoin de carburant ou de se brancher. Effectivement, le syndrome de la prise a tout son sens. Je l'avais vu, c'est Sarah, je crois, de Connexion Flamme Jumelle qui en avait parlé. Ça avait résonné en moi comme un tambour.
effectivement, le runner est branché sur le soleil ou la batterie du chaser. Et lorsqu'il se reconnecte là-dessus, ben, il arrive à suivre à peu près la relation, même s'il n'est toujours pas réveillé. Et finalement, au bout d'un moment, si le chaser ne donne plus de nouvelles ou se tourne un peu, c'est comme s'il débranchait la prise du runner. Et là, l'autre se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est où? Il est où là il est où le léopard, le guépard qui voulait me bouffer, là, qui me courait après, qui me saoule, qui m'envahit, qui me fatigue? Mais il est où? Il est où? Je suis plus poursuivi par personne. Et là, les rôles vont s'inverser. Mais pour en revenir à cette histoire de triangulaire qui est d'une banalité terrible par rapport à ce parcours, mais qui fait énormément souffrir, qui est la chose la plus humiliante, l'une des choses les plus humiliantes que va surpasser le chaser, c'est qu'il va être mis dans des histoires de triangulaire. Il aura très envie d'aller vers son jumeau quand même parce qu'il l'aime et qu'il préfère les miettes que rien du tout. Mais en même temps, il se sent mal par rapport à son intégrité, le respect de lui, l'estime de lui, les valeurs qu'il a, lui. Donc il se trouve confronté à son pire ennemi quelque part, à son miroir noir pendant un moment parce que ça va révéler chez lui tout ce qu'il n'aime pas. Et il a beaucoup de mal à l'accepter. Moi, je me souviens qu'effectivement, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui ne me voulait pas du bien, alors que, de fait, si. Mais la manière dont ça se passait, c'était d'une violence incroyable. Et donc en triangulaire, non seulement on est extrêmement jaloux au départ, on a envie de tout casser, mais en plus on se dit mais comment il peut l'aimer alors que moi je lui donne tout, je lui offre tout. C'est la chanson de Jacques Brel de, de, de Milord qui va gratter les paillettes d'or pour lui acheter une paire de chaussures. C'est tout à fait ça. Et donc on s'aperçoit que c'est à partir du moment où le chaser va devenir plus égoïste et va se centrer sur lui-même, travailler sur lui, arrêter d'abord ce contrôle perpétuel, cette dépendance affective qui pourrit la vie de toutes les histoires qu'il peut avoir et pas seulement son runner, lorsqu'il va déjà commencer à se réaligner par rapport à ça. Déjà, il est beaucoup moins dans la souffrance, il va apprendre à apprivoiser, à adopter une posture plus sereine par rapport à une autre histoire. Parce qu'ils sont séparés lorsque le runner a d'autres histoires, mais il peut aussi être mis en triangulaire lorsqu'il tente une reprise. Et puis l'autre file parce qu'il a un besoin de liberté qui est énormissime, il a besoin d'essayer des tas de choses, puisque son classement est horizontal et pas pyramidal, je vous le rappelle. Donc ça va, mais être terriblement souffrant pour le chaser, qui va apprendre l'humiliation, la patience, le pardon. Quand on aime quelqu'un, on passerait dans le feu, donc le pardon de beaucoup de trahisons. Euh, et puis ce côté injuste de l'amour et du calcul et que l'autre ne voit pas, que l'autre ne reconnaisse pas. C'est extrêmement complexe. Et le chaser continue son parcours et commence à se sentir mieux et à s'aligner par rapport à son histoire, vu que lui travaille sur ses blessures, sur son enfant intérieur, sur pourquoi il se sent abandonné quand l'autre n'est pas là, pourquoi il a l'impression qu'il attend sa moitié, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour être complet, mais il a l'impression d'être amputé d'un morceau de lui-même. Donc il va travailler à sa complétude et quand il y parvient enfin, là les polarités s'équilibrent. Super. Et enfin, on va pouvoir se revoir. Il y a encore des petits trucs. Ça chahute encore un petit peu. Moi, ça m'est arrivé même une fois, ayant trouvé ma mission de vie, mon changement radical de fonctionnement, ayant apprivoisé la patience, ayant travaillé sur ma dépendance affective, ma blessure d'abandon, de trahison et d'injustice, d'avoir quand même cette sensation que l'autre, il met un temps fou à me parler, à me répondre, à me donner des nouvelles. Et puis quand on ne se voit pas pendant extrêmement longtemps, plusieurs années parfois, de mon choix ou du sien qui se met à l'écart parce qu'il vit autre chose, par respect, parce qu'il y a aussi un amour profond, sincère et réciproque, comme je l'avais souhaité à l'univers plein de fois, et qui fait que il y a une chose qu'on ne souhaite pas, c'est faire souffrir l'autre. Et ça, le jumeau va le dire.
Le jumeau va beaucoup se culpabiliser de faire souffrir son chaser, de savoir qu'il le balade, qu'il lui manque, qu'il contourne, qu'il le fuit, qu'il préfère vivre plein d'histoires avec d'autres qui sont moins souffrantes parce qu'il ne les aimera pas, alors que se confronter au fleuve de sa vie, à l'amour de sa vie, c'est waouh, c'est trop difficile. Et donc, par rapport au chaser, une fois arrivé dans cette complétude, arrive le grand parcours de l'évolution en solo, toujours, puisque majoritairement le chaser va être en solo, soit avec des histoires qui ne durent pas, soit complètement affirmé dans le je n'ai besoin de personne d'autre, je connais la personne de mon cœur, il est capable de vivre ça. Puis parfois il craque et il essaye d'autres choses, mais moi j'ai essayé d'autres histoires en luttant farouchement contre ce célibat et contre son obsession de mon jumeau en me disant je vais forcément trouver quelqu'un d'autre, je vais forcément rencontrer quelqu'un d'autre et je suppliais l'univers de me renvoyer la personne de mon cœur, fidèle, douce, bienveillante, tendre, aimante, et que ce soit une jolie histoire et que ce soit durable, etc. Et l'univers me renvoyait mon jumeau qui revenait en force en disant Tadam, c'est moi. Et je disais mais non, mais c'est pas ce que j'ai demandé, lui, là je le connais, vous me le servez depuis X années. Non, 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 moi je veux un truc sympa. Et de temps en temps, j'ai eu des rencontres avec des gens qui tombaient très amoureux de moi et qui me faisaient plein de compliments, mais sentiments non partagés, où j'ai eu la chance aussi de vivre une très belle histoire avec quelqu'un qui aurait sans doute pu être, peut-être pas une âme sœur, mais quelqu'un de très bienveillant et doux pour moi, mais la vie en a décidé autrement, ça a tourné court, mais on était plutôt amoureux et moi j'ai eu ce bonheur de découvrir que quand même je pouvais retomber amoureuse. J'avais conscience que c'était pas la fougue, que c'était pas le panache, que c'était pas, ça claquait pas autant qu'avec mon jumeau et puis c'était pas cette espèce d'élan du cœur, on se sent complètement mais poussé vers l'autre, c'est mais on peut vivre des choses douces, on peut vivre des choses qui sont comme une main brûlante, une main fraîche sur un front brûlant, comme je dis souvent, parce que ça fait du bien, parce que quand même on a besoin d'être pris dans les bras, d'être aimé, et le jumeau, bah, il a plein de choses à faire avant de prendre conscience qu'il est la personne pour ça, et donc il va pas nuire en conscience, mais il va faire beaucoup de choses qui vont titiller, embêter, faire du mal à son chaser. Et lorsque le chaser est dans sa complétude et que là il est quand même beaucoup plus stable, hein, il devient un peu l'impératrice si c'est une femme ou l'empereur si c'est un homme, il va regarder de beaucoup plus haut la situation, il va dire ah tu es toujours en train de te débattre dans ta roue comme un petit hamster ou tu es toujours en train d'avancer comme l'escargot à deux à l'heure où tu mets un mois pour me répondre, 6 mois ou un an ou 2 ans pour me revoir, pour me parler, pour me montrer combien tu es attiré par moi, combien tu luttes, même si au fond de ton cœur, oh, c'est fou. Et en fait, il en prend conscience et il s'apaise un petit peu. Il s'apaise et puis il se rend compte que maintenant, c'est une question de temps, qu'il faut que l'autre se réveille et là, il va avoir des moments de yo-yo émotionnel parce qu'il a envie de lui crier que voilà, on est flammes jumelles, que oui, il y a cette attirance. Alors, mon jumeau, moi, reconnaît depuis très longtemps, enfin, il a découvert qu'il avait conscience depuis le début quasiment, depuis très longtemps, qu'il y avait un lien très très fort, qu'il y avait un lien d'âme, qu'il y avait quelque chose de puissant, de surpuissant qui le ramenait toujours à moi et qui faisait que moi aussi je revenais vers lui et qu'à chaque fois on était capable de se dire qu'on s'était manqué, qu'on était très 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 heureux de se retrouver, mais chacun n'en tire pas la même leçon. À ce moment-là, le chaser se dit bah oui, c'est normal, tu es la part de moi, parfaitement opposée, parfaitement dessinée pour moi, et comme j'aime à dire, tu as l'épaule à la parfaite hauteur pour ma tête. Mais ça, on le sait, et quand il essaye de le dire à l'autre, de le communiquer à l'autre, pardon pour le bip de mon ordinateur, eh bien, parfois il est devant une incompréhension. Alors l'autre veut bien essayer d'entendre, mais il adhère pas forcément. Et il faudra attendre le moment où l'autre a une parfaite reconnaissance et un éveil pour voir que c'est sa partie complémentaire parfaite
que ça a été sculpté depuis le départ pour s'imbriquer parfaitement dans le schéma. Et là, la fusion peut arriver, la retrouvaille, la réunion finale peut arriver pour la fusion et peut-être vivre ensemble durablement sans plus se faire de mal, mais c'est une autre histoire et une partie dont on pourra reparler. Voilà pour le chaser. J'espère que je vous ai éclairé sur cette polarité majoritairement yang, qui peut être une femme dans la plupart des cas, mais aussi un homme, et qui est celui qui ouvre le chemin. Certains diront qu'il est le porteur de mémoire, alors que le runner est le porteur de réunion. Et l'interrupteur pour rallumer le runner, on le cherche tous, mais on ne peut pas toujours le trouver, et surtout en lui tendant des perches, en lui donnant des vidéos, en lui expliquant des choses, on va se rendre compte qu'on force un peu le destin et qu'il va découvrir tout ça au moment opportun et qu'en fait on n'ouvre pas des portes mais on le remet éventuellement en fuite parce que c'est trop grand, c'est trop puissant, c'est trop fort, c'est trop au-delà de tout ce qu'il a pu imaginer et que lui est autant confronté à ses plus grandes peurs et que du coup il ne s'en sent pas capable. Voilà, j'espère que ça va vous faire cogiter, que j'aurai des retours, des petits commentaires. Vous pouvez me donner toutes les infos qui vous semblent importantes, utiles, agréables. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. N'hésitez pas à me mettre des thèmes qui pourraient vous intéresser. Je remercie mon amie et runneuse que j'ai découvert par internet qui m'avait demandé cette capsule sur le chaser et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.